Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontres dédiées à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio IMO, deuxième heure dans ce vendredi 3 décembre. Je suis ravi d'être en compagnie de Fabienne Lissac. Comment ça va, Fabienne ? Ça va très bien et j'espère que tout le monde se lève du bon pied. Vous aussi, j'espère, Samuel Laco. Écoutez, un grand plaisir d'être parmi vous. Voilà, Samuel Co qui vient de nous faire partager son premier titre, le merveilleux Jeff Buckley, Alléluia, bien évidemment. Samuel, notre invité, Samuel Com, le patron d'XP France, EXP France, notre invité ce matin dans le MAC de l'IMO. On lui a donné les clés, Fabienne, justement pour découvrir EXP France, ce nouveau venu, parce que c'est un ovni dans le paysage immobilier, vous allez nous le dire. Et puis aussi votre parcours, vos ambitions, vos projets. Voilà ce qu'on va découvrir ensemble pendant toute cette heure, qui nous mènera jusqu'à 9h. Et puis bien sûr, j'ajoute, vous êtes à la programmation musicale. On aura d'autres de vos choix musicaux. Il paraît que ça a été dur, Samuel, pour choisir. Oui, j'aime plein de choses, donc c'est dur de choisir. Ouais, il y avait que quoi, 4-5 titres et vous avez changé plusieurs fois. Oui. Voilà, bon, c'est pas grave. Vous avez gardé le meilleur, c'est l'essentiel. Fabienne, on commence avec le côté... On va parler la musique de l'immobilier, effectivement, Fabrice, parce qu'on en parle EXP comme si c'était tout à fait connu, mais c'est quand même un réseau assez récent, réseau de mandataires immobiliers, filiale de l'américain EXP Realty. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de votre maison mère ? Est-ce que ça représente aujourd'hui ce groupe ? Avec grand plaisir. C'est effectivement important de parler de notre maison mère, qui est une société jeune, puisqu'elle a 12 ans d'existence. Elle est née en 2009. Mais on est encore plus jeune en France, donc la maison mère va être significative, je pense, dans l'approche de ce qu'on peut découvrir sur EXP France, qui viendra rejoindre sa maison mère. EXP Realty, donc 2009, je l'ai dit, un homme, Glenn Sanford, qui est toujours aux commandes aujourd'hui, notre CEO, qui a fait beaucoup de choses dans l'immobilier, beaucoup de choses dans la technologie, qui est chez un de nos confrères, que je ne citerai pas, américain, et qui a envie de faire une agence beaucoup plus orientée agent, conseiller. Alors, aux États-Unis, on dit agent, en France, on dit conseiller, donc je vais dire un petit peu les deux pendant cette heure, m'en voulez pas. Donc, il a envie de mieux rémunérer ses conseillers immobiliers, et il se pose la question, avec tout ce qu'il a pu faire dans son parcours auparavant, comment diminuer les coûts de structure ? Parce que les conseillers sont parfois pas suffisamment payés, mais c'est pas d'une volonté ou d'une rentabilité folle de l'agence pour autant. Donc comment diminuer les coûts de structure, comment optimiser le système ? Et il lui semble évident, alors aujourd'hui ça nous est tous évident, mais en 2009, il lui semble évident que c'est par la digitalisation. Déjà, donc il est assez précurseur. Puisque 2009, on vient d'avoir les premiers iPhones, 2007-2008 finalement, mais on n'a pas encore une technologie extraordinaire. On a les portails, on a un modèle aussi qui est un petit peu différent aux États-Unis, avec ce multiple listing, c'est-à-dire que tout le monde a accès à tous les mandats. Qu'est-ce qui manquait ? Qu'est-ce qu'il a anticipé, Glenn, à ce moment-là, Glenn Sanford ? Eh bien, en fait, il a décidé déjà de supprimer les bureaux, de supprimer les locaux physiques. C'est l'immobilier sans immobilier, quoi. C'est l'immobilier avec 0 mètre carré de bureau. Donc, si on veut trouver une agence EXP aux États-Unis, en France ou dans le monde, il n'y en a pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je vais pas vous faire cette réponse, surtout qu'en France, on a un modèle qui peut correspondre aux agences, mais il n'y en a pas des EXP. C'est-à-dire qu'il y aura des brokered by EXP ou powered by EXP, qui seront vous. Demain, vous voulez rentrer chez EXP, vous allez passer dans un système de team. On ne va pas le détailler ici parce que ce serait trop compliqué. C'est dommage pour ma reconversion, enfin. Mais on en parlera après avec grand plaisir. Ne vous inquiétez pas. Mais non, physiquement, il n'y a pas de réseau physique. C'est ce qu'on veut dire comme on n'est pas une franchise, donc il n'y a pas de réseau physique. Mais il n'y a surtout pas de bureau. Je vous livre cette petite anecdote. Vous allez me trouver ridicule, mais c'est pas très grave. Je suis rentré le 1er septembre 2020 chez UXP, donc en tant que salarié président en France, bon, enfin peu importe. Et un mois après, j'ai mon président en chat ou en mail, peu importe, donc le président de l'international, et je lui dis mais si tu peux parler à Mike qui est aux ressources humaines, parce que j'ai envoyé un truc, j'ai pas eu leur retour. Puis il me dit oui, enfin comme toi quoi. Je dis non, mais je veux dire physiquement si tu le croises rapidement.
Il me dit, mais comment ça, je le croise? Et en fait, je n'avais pas compris que nous n'avions pas de locaux physiques à un moment donné. Je pensais que nous n'en avions pas. Mais qu'à un moment donné, il y avait un vrai siège quelque part. Pas du tout. Il n'y a pas de headquarters, quoi. En Nulle fait, part. c'est 100% digital. Effectivement, aucun bureau dans le monde. Je parlais à quelqu'un de votre société qui me dit chacun a son avatar. Hein, c'est ça qui compte. Vous vous baladez dans le monde. On se réunit rarement en physique. Donc, Fabrice, je vous propose de faire une interview totalement virtuelle aujourd'hui. On va terminer dans le métaverse, peut-être. Mais c'est un métaverse d'entreprise. C'est un aujourd'hui, vous connectez. Nous avons, j'adore que Marc, notre ami de chez Facebook, nous fasse beaucoup de pubs en ce moment. Nous avons un métaverse d'entreprise. Bon, on explique quand même pour ceux qui se réveillent, attention, on précise. Donc, Metaverse, c'est Mark Zuckerberg qui vient d'annoncer chez Facebook, effectivement, que le futur, qui a renommé Facebook, donc il ne s'appelle plus Facebook, en tout cas, Meta. Cotation, mais Meta, et parce qu'il nous promet effectivement un univers un peu à la Real Player One, le film de Spielberg, où on se baladerait dans une réalité virtuelle. Voilà, un Second Life, ça date un peu. Et on aurait des avatars, on rencontrerait comme ça dans une vie parallèle, complètement numérique. Donc, racontez-nous, pour vous, pratiquement professionnellement, c'est intéressant parce que ça existe déjà. Ça se passe comment? Vous avez Mike, vous avez 3RH, votre président avec son avatar, vous pouvez chatter avec lui? Parce que Fabrice, on fait le pari qu'il y a quelqu'un en face de nous. Si ça se trouve, c'est un hologramme finalement devant le micro. Hein. Non, là, vous m'avez en chair en os. Mais oui, alors, je vais essayer d'être court là-dessus, mais si vous voulez, ça rejoint ce que j'étais en train de dire sur Glenn. En fait, il se confie la sous-traitance de ses bureaux à une société qui s'appelle Virbela. Virbela, donc, a un programme, alors je ne suis pas là en 2009, mais je vous fais un petit peu l'histoire comme on me l'a conté. Donc, a un programme avec une île et on adapte cette île pour faire les quartiers généraux de XP, donc, qui vont grandir avec le temps. Donc, j'imagine que le programme de 2009 et celui que je connais aujourd'hui est très différent. Mais donc, tout le monde, tous les salariés, tous les conseillers ont chacun leur avatar. Et on a un système de fonctionnement, donc chat, parole, mais l'avatar, il fait tout. Il fait du foot, il fait du basket, on a un bateau, de temps en temps, et il travaille. Mais avec un système vraiment très complet. Alors, faire passer ça, que ce soit à la radio ou par la parole, c'est assez compliqué. Mais oui, nous sommes dans un métaverse d'entreprise et on a réduit de ce fait les coûts de structure pour optimiser la rémunération des conseillers. Donc, c'était vraiment le but. C'est-à-dire que tout l'argent, finalement, le produit, plutôt que de payer des locaux, et on sait qu'il y a de grandes discussions en ce moment sur l'après-crise sanitaire avec ce télétravail qui a fait une irruption fracassante pour beaucoup de salariés, ça rebat les cartes du bureau. Vous, c'est déjà passé. Pour vous, il n'y a jamais eu de bureau, finalement. Il n'y a jamais eu de bureau. Donc, beaucoup moins de charges. Et vous dites, finalement, l'idée de votre PDG, c'était de dire, voilà, cet argent, on va le reverser, finalement, à nos collaborateurs qui, quelque part, sont chez eux et ils font le business. Quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de tout ça. Alors, pas besoin d'une moquette de 4 cm. Quoi. Et pas besoin de baby-foot. Et puis chacun fait son café. Ça peut paraître idiot, mais c'est une économie, sans parler de la productivité, on est en train de s'en rendre compte. Là, on est post-Covid, post-Covid. Je le souhaite pour nous tous. Mais néanmoins, on est en train de se rendre compte que finalement, le télétravail, alors ça ne convient pas à tout le monde, je ne suis pas en train de dire ça, mais on arrive à trouver des leviers de productivité assez importants. Et moi, je le constate au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des salariés en France, j'ai des conseillers en immobilier, on va en parler, mais j'ai des salariés, j'ai du staff. Mon staff, je l'ai embauché, je ne le connaissais pas, je ne l'ai pas rencontré. Et nous travaillons tous les jours avec nos avatars. Alors, à cet égard, puisque je dis que vous arrivez bientôt à cette première année d'anniversaire, j'ai l'impression que vous êtes lancé, je ne sais pas si c'est totalement programmé, au bon moment, parce qu'avec le Covid, tout le monde n'a juré que par le travail à distance. C'était vraiment concomitant, c'est bien tombé, non? Alors, le lancement et Virbela, juste pour cette petite, pour clore ce sujet, mais en fait, finalement, EXP a créé une holding, EXP Realty a créé une holding qui s'appelle EXP World Holding, qui est donc la société mère qui est cotée, et qui a fini par acheter Virbela. Donc Virbela nous appartient. Alors, c'est ce que je vois sur le profil de Glenn Stanford, puisque vous venez de nous en parler. Il est effectivement, depuis avril 2020, il est également Chief Strategy Officer de la boîte. Donc, finalement, il a tellement adopté le concept. Qu'il est à lui. Mais ça continue. Virbela travaille pour Deloitte, travaille pour la NBA, travaille pour le Conseil général du Nord.
travaillent pour, j'ai vu l'école supérieure de commerce de Grenoble, Harvard, Stanford. Voilà, donc on continue à avoir des entreprises extérieures qui confient des projets à Virbela, divers et variés, mais néanmoins, aujourd'hui, on a la chance que ça fasse partie de notre maison. Alors, on va passer à la partie française. Un petit mot sur ce groupe qui est en fait tentaculaire, parce qu'on dit que c'est virtuel, c'est digital. Quand je vous parle, Fabrice, du chiffre d'affaires, si je vous dis 1,1 milliard de dollars, c'est seulement le 3e trimestre. Ça, c'est pas virtuel. Sur 3 mois, non, c'est des vrais dollars. Et vous pouvez nous parler de cette expansion. Alors, c'est ce pari, ce modèle pour vous qui fait que ça réussit, ça se déploie internationalement? Alors, c'est plein de choses, mais c'est effectivement d'avoir remis peut-être, en tout cas dans les pays où on s'est implanté, aujourd'hui nous sommes dans 18 pays, on va parler du côté international de notre société, et c'est qu'un début, c'est d'avoir mis en place un système où le conseiller trouve sa place, trouve un système où il arrive à travailler, où il a de bons outils pour travailler, où il a la bonne technologie, où il a parce que nous sommes une plateforme de service B2B, donc on fait du B2B2C. Et donc on va apporter la bonne qualité de service à nos conseillers qui vont du coup apporter la bonne qualité de service à nos clients. À partir de là, en plus, le modèle devient international et leur rémunération est optimisée. Et cerise sur le gâteau, en plus, ils sont actionnaires de la société qui est cotée au Nasdaq. On se retrouve, et voilà, en France, c'est parlant, parce qu'on n'a pas tant de sociétés qui permet à ses conseillers, encore un peu moins des conseillers indépendants, de devenir actionnaires. Imaginez en Inde, en Afrique du Sud. Enfin, voilà, et donc on a un modèle assez unique, finalement. Exactement. Alors, la bourse, c'est vrai que parlons-en, la société vaut aujourd'hui plus de 5 milliards de dollars, et le cours a explosé. Si, ça y est, on a dépassé. Je pense que la valorisation est supérieure. Alors, vous savez qu'en tant que société cotée, je ne vais pas trop... Oui, ne vous avancez pas. Je vais faire un disclaimer. C'est qu'on a, on est obligé de faire un disclaimer. On a en tout cas une courbe pratiquement exponentielle, oui, qui démarre effectivement avec la crise sanitaire. Et l'intérêt, vous l'avez souligné, c'est que tout le monde finalement est salarié. C'est du coup un alignement total des intérêts. Voilà, et salariés, actionnaires. Enfin, pas salariés. Si, il y a salariés. Les salariés sont effectivement... Il y a un salaire minimum ou c'est vraiment qu'à la commission? Quel modèle là pour ceux qui vous rejoignent? Alors, les conseillers sont des conseillers indépendants, ce sont des entrepreneurs. D'accord. Donc on veut des entrepreneurs. On est une entreprise américaine à la base, dans l'état d'esprit, mais c'est un modèle qu'on connaît aussi aujourd'hui en France. Donc le réseau de mandataires, donc avec des conseillers indépendants. Bon. Après, on les a appelés réseau de mandataires, mais d'un autre côté, dans les agences classiques, nous avons quand même une majorité de mandataires. Ouais. Donc on est sur des gens qui sont indépendants, qui sont inscrits au registre spécial des agents commerciaux, qui sont agents commerciaux indépendants, et qui viennent chercher un ensemble de services juridiques, commerciaux, marketing. Alors, quand on a un modèle américain, le transposer à l'international, c'est une chose. Le transposer en France, c'est peut-être un défi. Je vous ai lu, vous disiez, en France, on a dû s'adapter au temps long. Je trouve que c'est une belle formule diplomatique qui a l'air de suggérer que tout le monde n'a pas le même rythme, donc plus difficile pour déployer, appliquer vos méthodes de travail? Non. Alors déjà, les méthodes de travail, très clairement, moi c'est un postulat de base quand j'ai réfléchi à cette mission et à ce projet, c'était de... J'adore les États-Unis, j'ai beaucoup travaillé pour des boîtes américaines, in fine, sans faire exprès, mais je sais qu'il fallait l'adapter à la culture française. Voilà, je pense connaître bien l'immobilier en France, je pense connaître un tout petit peu la culture de... Vous pouvez nous en parler un petit peu de votre parcours, parce que c'est vrai, on s'intéresse à la société, mais vous, pour arriver à la tête directeur général de XP France, vous avez effectivement accumulé une belle expérience. Vous pouvez nous en parler ? Où je suis né, etc. En tout cas, professionnellement, on va dire. On n'a qu'une heure. Donc, quand j'étais petit... professionnellement... Un début... les études d'abord, les études. Ah, des études. Ah, des études. Oui, j'en ai fait un peu, pas beaucoup. DUT Tech-Deco à l'IUT d'Annecy. Belle ville. Ouais, mais je suis au Savoyard, alors je défends ma Haute-Savoie. Et quand j'ai fini Tech-Deco, j'ai eu le bonheur de partir avec 2 amis pendant une année à San Diego. D'accord. Donc, où on a lié l'utile à l'agréable. Et je découvre l'Internet à cette époque. On est en 96. Donc, c'est relativement tôt. On a encore vous savez, les trucs qui font du bruit dans le mur en France pour arriver à avoir Internet. Mais eux, non. Donc, je fais un stage en entreprise et je découvre Internet. C'est intéressant parce que ça conditionnera pas mal de choses dans le futur. Puis, quand je reviens, un petit passage dans l'industrie, je fais des cours du soir pour obtenir une maîtrise en marketing.
assez rapidement. Et puis, alors les études, je reprendrai ensuite à 40 ans. Donc, j'aurai mon 3e cycle à 40 ans en gestion de patrimoine, mais là, je me suis arrêté à la maîtrise pour les études à ce moment-là. Ensuite, je travaille dans effectivement une start-up qui vend des sites internet. Puis un petit passage en banque d'affaires. Là, je vous fais la totale du CV. Hein. Ouais. Petit passage en banque d'affaires. Et ensuite, l'immobilier m'attire. Il m'attire. Donc, j'ai envie de monter une agence. Je fais le constat que je ne connais pas grand-chose, même si je suis éligible au diplôme, enfin à la carte T. Oui. J'ai le droit de prendre ma carte T. C'est fantastique parce que du reste, on dit qu'on n'est pas assez formé en France. Il n'y a que les porteurs de carte T qui sont bien formés. C'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais moi, à l'époque, en tout cas, je vais parler que de moi, mais j'ai les diplômes qui me permettent, puisque j'ai une maîtrise. Mais d'un autre côté, j'ai jamais fait d'immobilier. Voilà, vous avez les diplômes, ça coche les cases, et ça permet d'avoir cette fameuse carte, hein, c'est Bac plus 3, Bac plus 5. Bac plus 3 à l'époque. Voilà, Bac plus 3, voilà, c'est toujours le cas. En revanche, aucune expérience pratique. Ah bah non. Bah si, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en banque d'affaires, j'ai comme affect et je vends beaucoup d'immobilier en VFA. Donc oui, mais ça me donne pas la légitimité juridique. Et Kaufman Broad, quelques expériences intéressantes. Alors avant, un peu avant. Déjà chez les Américains. Je monte une agence Coldwell Banker qui n'existe quasiment pas en France. Je suis dans les 10 premières agences en France Coldwell Banker. La première, c'est la franchise Coldwell Banker, mais c'est son premier passage en France. Et à Montpellier. Alors moi, je la monte à Montpellier. J'en monte 3. Donc je gère jusqu'à une vingtaine de commerciaux. J'ai la chance. En 2006, je suis à Las Vegas à la convention Coldwell Banker pour recevoir le prix de la plus belle vente européenne, de plus gros chiffre d'affaires européen Coldwell Banker, puisqu'à l'époque, c'est une master franchise européenne. Donc voilà, j'ai la chance de faire des très belles ventes. Il faut savoir que Coldwell Banker est positionné sur très haut de gamme. Donc je mets en baseline du studio au château et il se trouve qu'à force de rentrer des châteaux en mandat, je finis par en vendre. Donc un vrai plaisir, j'ai pas 30 ans, mais une véritable aventure humaine là aussi avec des clients que j'aurais jamais pu rencontrer. Bon, bien sûr. Je vous fais grâce aujourd'hui, on se fera une émission que là-dessus. Oui, mais c'était déjà une passion. Là, vous dites, bon, je touche du doigt un truc qui quand même me plaît, m'intéresse. Mais j'ai toujours été passionné. D'accord. Mais c'est un métier trop dur pour pas le faire avec passion. Donc je comprends que vous avez été un top agent, si j'ose dire, top négociateur. Et bien justement, j'ai parlé à un top agent de votre réseau, Arnaud Motreff. Parce que pour mieux vous connaître, c'est quand même intéressant de parler à des gens qui travaillent avec vous, qui parlent avec vous. Et effectivement, vous nous disiez il y a un instant que les salariés sont bien perçus, considérés. On leur donne effectivement une prime dans ce groupe. À entendre son ton, je crois qu'on comprend ce que ça veut dire. On va l'écouter. Arnaud Motreff, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller immobilier chez EXP et donc vous êtes à même de nous parler de Samuel Coe. Comment est-il? Comment l'avez-vous rencontré? Samuel, je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'Olivier Guerre, qui est un formateur en immobilier, qui a créé Pulse Formation et qui a pensé opportun de nous mettre en relation en fait. Et comment vous appréciez sa relation? Il est comment comme manager? Samuel, c'est quelqu'un, alors je pense qu'il il sera gêné par ce que je vais dire, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, Samuel. C'est quelqu'un qui est exceptionnel et j'ai rarement vu et rencontré quelqu'un d'aussi passionné par son métier au quotidien. Ça se traduit comment? Il vous appelle, vous parlez chaque jour, il est au courant de tout ce que vous faites ou il est beaucoup dans la délégation, il se laisse surprendre? Comment ça se passe? Bon, sûrement un peu de tout ça dans sa réalité que je n'ai pas complètement à l'esprit. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un à qui on peut échanger librement, qui est très ouvert et je pense que c'est important comme qualité, c'est quelqu'un qui est très ouvert, très curieux. Et du coup, on le sent au courant, je pense, d'à peu près tout ce qui se passe en France au niveau immobilier. Et pour moi, c'est hyper rassurant et engageant d'être en contact avec lui. C'est quelqu'un qui va vite, c'est un directeur qui sait laisser déléguer sa confiance. Comment? Racontez-nous. Il va très vite, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il est à ce poste-là au niveau de XP France, parce que c'est quand même originellement ça vient des États-Unis et je sais ils sont réputés pour prendre des grandes décisions très rapidement et je pense qu'il a cette qualité en lui et je pense qu'il est bien à cette place-là. Donc après je pense qu'il doit déléguer. Moi je suis pas avec lui dans son staff serré, parce que moi je suis conseiller immobilier de proximité en province, à Thonon-les-Bains, mais les quelques échanges qu'on a qui sont quand même de plus en plus nombreux avec la montée en puissance de XP, on sent bien quelqu'un qui est capable de décider vite et potentiellement pour l'instant on a l'air de très bien décider parce que l'expansion est forte.
Vous nous disiez des salariés qui sont actionnaires, qui sont donc heureux et bien rémunérés. On le sent à la voix, il a l'air content. Ils sont tous comme ça dans le réseau. Agents indépendants. Il y en a pas mal. Et puis Arnaud, effectivement, alors ça fait pas très longtemps qu'il nous a rejoints, mais je suis ravi. Alors je suis un peu ému par ce qu'il dit. C'est surtout venant de lui. Déjà, alors on n'est pas là pour parler de lui, mais j'en fais 2 mots quand même. C'est quelqu'un qui humainement est assez extraordinaire, mais vraiment. Je m'attache beaucoup à l'homme, donc voilà, on n'a pas toujours le temps, mais on essaie de le prendre quand on peut. Et ensuite, alors plein d'humilité, c'est un tout petit conseiller, c'est quelqu'un qui fait des chiffres d'affaires au demi-million d'euros chaque année. Donc il fait partie du top 1 français, du top 1%. Oui, non, c'est quelqu'un c'est un gros conseiller avec une grosse envergure et un énorme cœur. Donc, de l'entendre dire ça... On l'invitera pour une émission, pour le moment, c'est la vôtre. Et ce monsieur Motreff, j'ai cru comprendre que c'était un ancien numéro 1 d'agent chez Century. Alors, les concurrents, franchement, ils vous accueillent aussi bien que les salariés là, qui vous rejoignent ? Écoutez, j'ai finalement pas... Alors, on se réunit avec certains de nos confrères, notamment mandataires, à travers des institutions. Mais il n'y a pas de velléité. Si vous débauchez leur meilleur, ça va finir par... Alors on a débauché personne en plus, puisqu'il était totalement libre quand on s'est rencontrés et quand il nous a rejoints. Donc il avait quitté son réseau précédent, qui était un réseau de franchise, effectivement, où il a été top 1 en France pendant quelques années. C'est un homme brillant, mais on s'est rencontrés via des amis communs et via des relations communes. C'est un petit milieu, l'immobilier. Bien sûr. On a pu le vérifier alors en Radio Imo-Théo, partenaire du congrès de l'AFNAIM, en début de semaine. Tous les podcasts, bien sûr, sont en ligne à retrouver pour ceux qui ont raté le début. Et on a vraiment l'impression qu'on est dans un changement de modèle. Je m'explique. Beaucoup nous ont dit, aujourd'hui, il y a du boulot. Et on est sur des années records. Les gens ont envie d'acheter parce qu'il y a beaucoup d'épargne et ils ont envie de concrétiser des projets. Ce qui manque, c'est la ressource humaine. C'est extrêmement difficile d'avoir des bons, de les conserver, de les fidéliser et qu'ils restent avec vous. Et j'ai l'impression qu'à un moment, il y a des nouvelles propositions qui arrivent. Voilà, c'est un bon exemple. Est-ce que justement, il n'y a pas un report, une offre aussi pour celui qui peut-être qui est bien en réseau, mais celui qui a envie de changer ou de devenir son propre patron dans un encadrement, ça paraît être une bonne solution. Qu'est-ce que vous en pensez ? On l'a vu. On parlait de Coldwell Banker tout à l'heure, mais quand je joue ma première agence, c'est en 2001 à Montpellier. Et si vous reprenez l'histoire, alors je vais leur faire de la pub. Je fais de la pub avec mes confrères, moi je suis un mec sympa. En 2002 à Montpellier, il y a Capifrance qui se crée. Oui. C'est le modèle aujourd'hui où il y a 43 000 personnes sur les 115 ou 120 000 qui sont en transaction. Donc 40% du marché d'agences physiques ont muté vers un réseau aujourd'hui d'entrepreneuriat en digital, plus ou moins bien, peu importe, c'est pas le sujet. Mais il y a eu une mutation, ce marché est en pleine mutation de toute façon. Donc il se passe quelque chose, il y a une réalité, peut-être une exacerbation. Je vais pas arriver. Faites-moi le point. Merci Fabienne, vous êtes gentille. Du modèle café ce matin. avec le Covid. Ouais, moi, vous me faites le veto, c'est pour ça. Mais le Covid vient encore repositionner la chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des conseillers en immobilier qui ont fait une super année. Oui. Ils travaillent dans des agences physiques. Leur agence physique était fermée. Ils ont quand même fait une super année. Par contre, ils n'ont pas augmenté leur rémunération. Enfin, si, sur leur chiffre d'affaires. Mais ils ont eu toujours le même taux que quand l'agence physique est ouverte. Il y a peut-être des questions à se poser. Est-ce que l'agence a une vraie... Enfin, je suis pas en train de... Quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui, finalement, de l'agence ou peut-être de rassurer une certaine clientèle, mais est-ce que ça aussi c'est pas en train de changer, puisqu'aujourd'hui on veut voir les biens, on veut pas avoir on veut voir les biens, et puis on le sait aujourd'hui, les premières prises d'informations sont sur internet, c'est plus une nouveauté. Je suis personne pour donner un jugement là-dessus, et je le ferai pas. Néanmoins, j'ai eu des agences physiques et j'en ai eu extrêmement bien placées. J'étais vraiment dans les meilleurs endroits. J'en avais 3 Coldwell Banker à Montpellier bien placés. Moi, si je dois prendre la part de chiffre d'affaires que m'a rapporté réellement ma vitrine, dont une qui faisait 17 mètres de linéaire, sincèrement, par rapport à son coût, c'est négligeable. Et à l'époque, on n'avait pas Internet, on avait un peu Internet, mais c'était pas à la même échelle qu'aujourd'hui. Et c'est pas ça qui me faisait faire mon chiffre. Ce qui me faisait faire mon chiffre, c'est ma prospection, c'est mon travail, c'est ma communication, c'était mon marketing, c'était mon relationnel, c'était la cooptation, c'était le service aux clients, c'était les notaires, c'était les ambassadeurs, c'était tout le reste, mais pas la vitrine. D'ailleurs, on rentre pas dans une agence parce qu'elle est jolie. En général, non, mais regarde, par contre... C'est les mandats, c'est ce qu'on a. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde où je pense peut-être 90% de la recherche client, en tout cas, se fait sur Internet, sûrement plus, oui, on peut se poser la question, effectivement, d'avoir une belle agence.
On parle de ce déploiement à l'international. Je crois que l'activité française, c'est l'une des dernières ouvertes. Et comment ça se passe en France? On avait ce collaborateur qui est en région. Alors, vous êtes en Bretagne. Les places fortes, là, où est-ce que ça bouge? Alors, on est en un an, en moins d'un an, on a maillé sensiblement toutes les régions de France. Après, on a ville beaucoup moyenne, de places. on dit Non, toutes les régions. On est en Île-de-France, on est en Rhône-Alpes, on est en Côte d'Azur, on est en Occitanie, on est sur Toulouse, on est sur Bordeaux, on est vers Nantes. Voilà. Donc on a les grosses zones. Maintenant, évidemment, nous sommes vraiment un bébé. Donc 2022-2021 était l'année de mise en place, d'arrivée de première notoriété. En plus, nous cherchons une croissance organique plus qu'une... J'ai des confrères qui ont choisi de passer à TF1 tous les jours. Voilà, c'est pas du tout notre business model. Notre business model, il est sur du dur et des piliers. Radio Imo, c'est beaucoup mieux, franchement. Et moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et on parlait il y a un instant de ces collaborateurs bien rémunérés, plus rémunérés. Vous nous direz quel est le delta? Parce que voilà, quelle différence? C'est plus 30%, plus 10%, plus 20% par rapport aux autres. Et puis, question, le côté positif puis le côté négatif. Pour les trouver, c'est pas si facile, les bons talents. C'est pas le défi principal? Non, je crois que c'est aujourd'hui d'être suffisamment visible, et je vous remercie pour cela, pour que eux nous trouvent. Alors justement, on va parler dans un instant du modèle, pratiquement. Qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir d'agence? C'est vrai, les avantages, comme peut-être aussi certains inconvénients, avec Samuel Co, le patron de XP France. Mais tout d'abord, Samuel, une petite pause musicale. Votre deuxième choix, on va du côté du rock. Téléphone. Pourquoi parce que je suis plus très jeune. mais si. Non, Téléphone, oui, Téléphone, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est transgénérationnel. Cette chanson, je trouve qu'elle a un peu de sens en plus. J'aime bien les chansons assez douces, assez soft, donc je voulais pas paraître dépressif, donc Téléphone est une chanson un peu plus dynamique. Et je vois que la chanson qu'il a choisie, Je rêvais d'un autre monde, vous vous souvenez ce qu'il a marqué sur son site internet, l'immobilier autrement? On y revient, hein. Où la terre serait ronde.
Téléphone. Ça réveille, hein? Sur Radio Imo, le choix de Samuel Coe. Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici. Samuel Coe est notre invité ce matin, le directeur général, président de XP France. C'est vrai que le titre, c'est pas évident toujours d'en trouver un. On n'a pas forcément les mêmes notions entre américains et français. C'est ça. Samuel, vous nous disiez tout à l'heure, justement, vous avez dû adapter un petit peu le modèle. Quelles ont été les adaptations pour lancer XP en France? Beaucoup de choses. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, du reste. Je vois que vous connaissez bien le marché américain, mais ils ont un MLS. C'est le MLS qui lui-même publie sur les portails. Donc nous, on a on a un fonctionnement totalement différent. Les agents d'acheteurs, agents de vendeurs, tout se passe à travers ce MLS, ce qui n'est pas le cas chez nous, puisque on en a rêvé. On rêvait d'un autre monde. Ouais. J'ai un petit grésillement, je sais pas si c'est... MLS, c'est le... Multi-listing service. Voilà, c'est-à-dire que toutes les annonces sont listées et tout le monde peut finalement être agent. D'accord, donc du coup... Tout le monde ne peut pas être agent chez eux parce qu'il faut... Enfin, tous les agents ont accès aux fichiers communs. Tous les agents ont... Exactement. Voilà. Et il y a un niveau de professionnalisation, du coup, qui est aussi standard, ou on a à peu près la même chose? Ça, c'est une excellente question. Ils vont beaucoup plus loin. Déjà, ils ont quasiment 6 mois de formation avant de pouvoir être broker ou d'être dans le truc. Donc, ils ont une formation obligatoire et vous ne pouvez pas, comme chez nous, en même temps que vous commencez, vous former et selon parce qu'on n'est pas tous égaux en formation, donc c'est un vrai sujet dans l'immobilier. Donc d'avoir la même qualité de formation et d'avoir les mêmes compétences. Eux, c'est sanctionné par un examen et sinon vous ne pouvez pas exercer. Et puis ensuite, ils vont beaucoup plus loin, mais c'est évident, ils n'ont pas forcément le même système de notaire. En 48 heures, vous avez le cash, la maison elle est vendue. Alors, vous m'avez posé la question tout à l'heure, Fabienne, et je n'ai pas répondu, mais le temps long... Merci de me le temps long, il est là. C'est que nous, il faut déjà le temps de prendre un mandat. Il faut déjà le temps de quitter éventuellement sa précédente position, souvent 3 mois. Ensuite, il faut le temps de prendre un mandat. Ensuite, quand vous avez un mandat, il faut arriver à trouver un notaire pour faire un compromis. C'est parfois fastidieux, même si aujourd'hui, on a des systèmes en ligne qui vont assez vite. Et ensuite, il faut acter ce même compromis. Donc là, c'est au moins 3 ou 4 mois. Donc le temps long en France, il est réel. Et ça, j'ai dû beaucoup l'expliquer, notamment donc, dans l'adaptation du modèle. Ça fait aussi partie de cela. Effectivement, on a un temps long en France pour différentes démarches administratives, juridiques. Voilà. Il y a plusieurs choses qui sont plus complexes chez nous. Alors, figurez-vous qu'à cette place, dans cette magnifique émission, le Mac de l'Imo, qu'on a plaisir à présenter avec Fabrice, il y avait Christian Fabre de Keller Williams. Je me suis laissé dire que votre société sont notamment des anciens de Keller Williams qui, aux États-Unis qui ont lancé la société. Il y a une certaine ressemblance entre les modèles de ces deux sociétés? Oui, alors j'ai le plaisir de connaître Christian, qui est quelqu'un de très bien. Je suis honoré d'être dans le fauteuil qu'il a pu occuper. Effectivement, Glenn était un ancien de Keller Williams, et on a beaucoup de Keller Williams qui ont pu nous rejoindre. Mais il y a beaucoup de Remax qui nous ont rejoints, il y a beaucoup de C21 qui nous ont rejoints. Enfin voilà, il y a beaucoup d'ERA. On est 69 000 en une dizaine d'années, et pas en une dizaine d'années, finalement, en 4-5 ans, parce que le modèle a mis du temps à se mettre en place et à trouver son succès. Depuis 4-5 ans, on fait du 100-200% chaque année, year to year. J'essaie de comprendre vos particularités, et puis le plan de croissance aussi. Vous allez pour nous parler de vos objectifs maintenant? Alors, les objectifs au niveau international, en tout cas, dans ceux que je peux donner, puisqu'ils ont été annoncés désormais, donc vous savez que je n'ai pas la primeur de ce type d'annonce. Mais j'étais à notre convention internationale à Las Vegas il y a une quinzaine de jours. Assez fou du reste. Pourtant, j'en avais déjà fait quelques-unes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, 6500 personnes dans une salle de la même boîte, j'avais pas vu jusqu'à... Voilà, c'est assez dingue. La soirée se finit dans les casinos de Las Vegas, c'est ça chez XP? Alors, la soirée se... si vous voulez, la convention se passe dans le casino de Las Vegas déjà, puisque nous étions au Mirage. Ils sont joueurs, toujours. Mais finalement, alors écoutez... Les primes sont dépensées dans l'étage du dessus. Alors, je vais être encore très transparent, mais malheureusement, ça fait partie de mon caractère, mais j'aime bien le jeu. Et je suis allé donc 4 jours à Las Vegas et je n'ai pas joué. Ouais. J'étais tellement crevé que... Donc on me croira ou pas, mais finalement, entre le décalage et les... Il est raisonnable. Toute la journée, le boulot, l'attention, parce qu'il faut parler en anglais, il faut comprendre, il faut bosser, Est-ce que vous etc. êtes monté sur la grande estrade pour présenter les premiers résultats de XP France ?
Non, alors on a fait des ateliers évidemment où là on a pu plus parler sur la France, mais il y a eu un porte-drapeau. Il y a eu une estrade. On a eu Serena Williams, on a eu plein de gens, on a eu plein de guests qui sont venus. On a un Grant Cardone. Je ne sais pas si ça vous parle, qui a fait le 10X aux États-Unis. Et Grant, aujourd'hui, sa femme est agent EXP. Et Grant donne beaucoup de son 10X. Vous pouvez nous rappeler qui c'est, pardon ? C'est un formateur, coach, influenceur, blogueur, photographe. Pardon. Je fais tout, quoi. Américain qui est devenu milliardaire avec une formation qui marche beaucoup et qui aujourd'hui a une grande influence dans le monde des affaires et qui donc est très très proche de XP et donne beaucoup de ses formations au sein même de XP Realty. On vous sent très proactif, très dynamique. Et puis, à vous entendre, j'ai l'impression que vous êtes très raisonnable. Aller à Las Vegas avec tout cet argent et ne pas jouer, c'est bizarre parce que votre amie Agnès de Akariki, à qui j'ai parlé, c'est pas un mot qui est ressorti raisonnable. On va écouter ses propres mots, si vous le voulez bien. Agnès de Akariki, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez Samuel Coe depuis pas mal de temps. Depuis quand exactement ? Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît. On est amis depuis tout ce temps. En fait, on a d'abord commencé à travailler ensemble. Donc, c'était une relation de travail qui s'est transformée en une amitié solide et qui dure. Voilà, depuis plus de 10 ans. Alors, si vous êtes trouvés comme amis, c'est qu'il y a des qualités que vous appréciez chez lui, mais lesquelles ? C'est une personne très charismatique qui a un grand sens relationnel. Donc il attire la sympathie des gens. Pour moi, il a vraiment sa caractéristique première, c'est qu'il a vraiment ce don pour créer du lien entre les gens et attirer les gens à lui en fait. Bon, on a du mal à croire qu'un manager comme lui ait du temps pour sa vie privée, pour ses amis, parce que le travail est très prenant. C'est le sentiment que vous avez ? Il est là pour ses amis ? Oui, il est toujours. Effectivement, c'est quelqu'un de très occupé. Donc, c'est vrai que parfois, j'hésite à l'appeler parce que je me dis, je vais tomber au mauvais moment. En plus, avec ses fonctions internationales, il est en décalage horaire, mais il prend toujours le temps. Même 5 minutes, il est en voiture, il dit, je suis entre 2 rendez-vous, je t'appelle, tu m'as laissé un message, je te rappelle. Et ça, c'est vraiment, c'est un ami sur qui on peut compter tout le temps, en fait. Ce qui caractérise sa personnalité, il est ouvert sur le monde, il aime l'international, vous faites des voyages, qu'est-ce que vous faites ensemble ? Alors des voyages à l'étranger, on n'a pas eu l'occasion d'en faire, mais oui, on part en vacances ensemble, on dîne ensemble, on a des conversations sur tout et sur rien, sur des choses perso, sur le travail. C'est ça que j'apprécie aussi chez lui, c'est que c'est une personne qui est très intelligente, très curieuse, qui a une grande culture, et en fait on peut parler de peinture, on peut parler de musique parce qu'on adore tous les deux la musique. Donc on va au concert aussi ensemble. On peut parler de musique, on peut parler de philosophie et on peut parler, échanger de choses plus légères. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. C'est quelqu'un qui est très très curieux. Votre amie, donc Agnès de Akarigi, très portrait très élogieux à nouveau, hein. Ouais, mais je les paye. Franchement, on a c'est qu'une question d'argent. Non, c'est adorable, elle est adorable. C'est une très belle personne. J'ai beaucoup de chance, en fait. Je m'estime très chanceux. Ouais. C'est bien, entre deux Américains, on comprend que vous trouvez encore un petit peu de place pour vos amis français et autres. Mes amis, ma famille, oui, non, c'est important. C'est important de... Je crois que c'est important. La vie m'a appris, en tout cas. J'aurais peut-être pas eu la même chose il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, mais j'ai appris qu'il fallait aussi prendre du temps pour se respecter, pour s'écouter, pour ses amis, pour sa famille, parce que sinon on est moins performant dans le reste. Donc il faut savoir, ça c'est l'apanage du temps. Ouais, vous voyagez beaucoup du coup. Bon là c'était un petit peu empêché ces derniers mois, mais vous êtes obligé, entre guillemets, c'est pas d'obligation peut-être, mais de voyager. Elle disait votre amie justement aller aux États-Unis, etc. Là, il se trouve que je suis allé donc à la première convention qui était in person, mais je vous rappelle qu'on est une entreprise digitale, donc on fait même des conventions avec nos avatars. Nos avatars peuvent danser. Hein, donc on met une salle. Non mais vous rigolez, on a eu Gigi Jay-Z qui est venu, donc il est sur l'écran et il y a tous les avatars qui dansent. Il faut le voir pour le croire. Ceci étant dit, donc je pense que les États-Unis, je vais être amené à y aller 1 ou 2 fois par an, mais il y a pas de critères indispensables. Par contre, je travaille avec mon homologue de l'Israël, on est en train de parler sur des investissements assez importants
pour des agents français, pour des biens en France, comme avec celui du Portugal, etc. Donc on aura des échanges. Et sinon, en France, évidemment, je vais à la rencontre de mes conseillers. Je suis amené à aller sur Paris, ne serait-ce que pour vous voir, avec grand plaisir. Donc, et à titre personnel, pour... Ah oui, vous êtes basé où, du coup? Moi, je suis à Montpellier. À Montpellier, vous êtes resté donc sur vos terres. Il fait beau, il fait chaud. Oui, c'est vrai, vous avez bien raison. On est bien. On parlait justement du modèle très digital, etc. Et aussi du MLS à l'américaine, ce fichier partagé. Est-ce que c'est le cas en France ou est-ce que chacun garde ses mandats? Alors déjà, à l'intérieur de notre réseau, c'est évident qu'on va être sur un MLS. Pas de débat là-dessus. Mais même, on est très ouvert à l'interagence. Vous parliez de Keller Williams tout à l'heure, avec grand plaisir de partager avec eux, de partager avec n'importe qui du reste sur le marché. Ça fait 22 ans que je fais de l'IMO, ça fait 22 ans que j'ai toujours préféré la moitié de quelque chose à la totalité de rien du tout. C'est assez basique, c'est une phrase toute faite, mais elle est tellement vraie. On a eu également Bernard Cadot qui était à votre place, lui aussi est en train de lancer un MLS. E-listing. E-listing, exactement. Nous sommes donc vous êtes membre. Bien sûr. Voilà. Et on rencontre encore des freins, c'est-à-dire que ça paraît bizarre de ne pas adopter ce modèle. Comme on est français. Mais effectivement, chacun des freins un petit peu j'adore les Français, mais je suis super frustré, sans déconner. Enfin, ça fait 20 ans... Le cri du cœur. Mais oui, ça fait 20 ans qu'on doit arriver à faire quelque chose comme ça. Ça fonctionne, ça fonctionne bien. C'est beaucoup plus qualitatif. Et je crains de ne pas le voir de mon vivant. Bon, Même si on le fait avec e-listing sur une partie, mais un réel MLS en France où il n'y a plus de mandat hors MLS, non, je ne le verrai pas de mon vivant. Ouais. Une question, là, justement, on parlait de votre modèle. Qu'est-ce qui attire aujourd'hui, qu'est-ce qui explique ces chiffres, cette croissance spectaculaire à 3 chiffres, vous le dites depuis maintenant des années, qui attire aussi les investisseurs, bien évidemment, qu'on flairait le filon. Dans le modèle de répartition, la question a été évoquée tout à l'heure, voilà, qu'est-ce qu'on aura en plus, le fait peut-être de pas avoir ses coûts fixes, ses charges? Alors, il y a plusieurs rémunérations chez nous. La principale, c'est sur votre production immobilière. Là, nous sommes à 75% pour nos conseillers en immobilier, donc du chiffre d'affaires qu'ils vont générer. Et ensuite, ils ont 100% à partir d'un cap à 80 000 euros. D'accord. Premier mode de rémunération. Le deuxième, c'est ils vont être actionnaires. C'est-à-dire que dès qu'ils vont faire leur première vente, ils reçoivent un petit mail. Vous avez gagné une action? Alors, c'est plus qu'une action. Ils ont gagné un certain nombre de titres. C'est combien? Qui ont une vesting période. Je crois que c'est 300 euros. Je ne vais pas vous dire de bêtises sur le modèle, mais je crois que c'est 300 euros dès la première vente. Okay. Donc voilà, donc ils sont automatiquement actionnaires. Le sentiment d'appartenance, plus que l'argent. Mais je ne vous cache pas que j'ai discuté à Vegas avec des Anglais qui sont rentrés quand le cours, il y a une douzaine de mois ou une quatorzaine de mois, était à 3 ou 4 $, alors qu'aujourd'hui, il est 10 fois. Voilà, et qui avait déjà un certain nombre de titres. Ça change la donne. Ouais. Mais les performances du passé ne préfigurent pas du futur. Ceci étant dit, voilà, ils reçoivent des titres. Et le troisième volet possible pour la durabilité dans le métier et pour la rémunération, c'est le fait de coopter, parrainer, sponsoriser d'autres conseillers. Vous me parliez de la croissance, Fabienne, ça en fait partie. Donc notre modèle de croissance est aussi sur cette partie où vous cooptez, vous parrainez, et jusqu'à 7 niveaux de profondeur, vous allez avoir des récurrences de commissions prises sur la part de XP Realty. D'accord, c'est pas sur la rémunération des conseillers qui sont ça ne change pas la rémunération des conseillers en dessous. Et par contre, dans les 25%, en fait, jusqu'à une part de 20% va être redistribuée selon la chaîne de cooptation. Ça a l'air assez alléchant. À quel rythme vous recrutez? Alors sur ce marché français, je pense qu'en écoutant cette émission, vous allez recevoir une flopée de CV. Oh mon Dieu, on arrivera à les traiter. Non, écoutez, on est parti de scratch, comme disent les Américains, mais tout le monde le comprend. Donc on est parti de rien. Je vous fais quasiment la primeur de l'info. On doit diffuser, mais on vient de dépasser les 100 conseillers. 100 conseillers en France. Voilà, avec la mise en place du modèle, avec le recrutement du staff, avec tout ce qu'il y avait à faire cette année. Donc je crois qu'on atteint notre première masse critique pour pouvoir vraiment développer sur 2022. Je crois qu'on a mis nos fondations en place gentiment et on va commencer sérieusement à pénétrer ce marché sur 2022. D'accord. L'ambition à terme, c'est quoi? Il y a un nombre d'agents optimal ou pas? Non. Oui. Je ne peux pas vous... je peux vous parler du réel et de ce qui est officiel. Je ne peux pas vous donner évidemment, en tant que société cotée. Mais j'ai lu une ambition pour le groupe.
L'ambition pour le groupe, oui, elle a été annoncée clairement. Dans 5 ans, j'ai vu. Et c'est là où vous avez raison, je suis assez timide parce que je n'osais pas le dire, mais en plus, j'ai vu qu'après, après, ils leur disaient, les Américains. Non, mais même en interne, je n'osais pas. 500 000 personnes en 5 ans. Worldwide, dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc aujourd'hui, on est 69 000. Il faut savoir qu'on est la plus grande agence intégrée au monde. Donc intégrée. 500 000, ça nous porterait au double de la plus grande société de franchise au monde. Il y a de la bataille, de la concurrence. Keller Williams nous disait qu'il était le premier groupe immobilier la semaine dernière. C'est vrai qu'aux États-Unis, big is beautiful. Hein, donc il y a de la surenchère, il y a la course à l'échalote. C'est parti. Oui, mais bon, sur un marché aussi d'1 million, en France, 1 208 000 transactions, on vient de l'apprendre. Voilà, c'est pas mal. Il y a à faire. Tiens, votre vision, vous, sur ce marché que vous connaissez donc du coup très bien, Samuel Coe, vous le voyez comment, atterrissage en douceur ou on continue sur cette expansion un peu frénétique qu'on a connue depuis maintenant 15-16 mois? Quel beau sujet. On peut dire tout et son contraire. Pas d'avis? Ou pas? Non, si, un avis. Moi, je pense qu'on reste très, très attaché. C'est juste que je veux pas être banal. On reste très attaché à la pierre. Donc, je pense qu'on a un affect. Après, il va falloir surveiller quand même fortement l'inflation, les taux d'intérêt. Voilà, on a quelques tensions sur certains marchés. On a un rapport acquéreur-vendeur qui risque peut-être de se modifier un petit peu. On a aussi des resserrements de l'octroi de crédit qui est peut-être un petit peu inquiétant. On a le neuf qui a du mal à avoir des permis de construire. C'est vrai. Vous avez dû recevoir la FPI. Voilà, mais donc on a quelques petites tensions. Maintenant, je pense que c'est un marché entre 1 million et 1 200 000 transactions. Peut-être qu'il est un petit peu en surchauffe, mais qui effectivement va rester très dynamique. D'ailleurs, une autre question connexe, c'est par rapport justement au modèle, il y a aussi un positionnement. Vous avez travaillé chez Coldwell Banker, chez Kaufman. Il y a aussi une image de marque. Est-ce que du coup, elle est travaillée? Vous travaillez sur une certaine catégorie de biens ou c'est vraiment, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, du studio au château? J'aime bien du studio au château, hein, c'était mon premier. Non, au niveau de XP, on n'a pas de catégorie de biens. On va travailler avec XP Commercial qui est aux États-Unis mais qui arrivera bientôt en Europe. Ils vont travailler l'asset management et voilà, tout type de produits avec des fonds, avec des family office. Mais on va travailler le studio ou le petit bien au fin fond de la France comme la propriété. Aujourd'hui, on a un mandat exclusif d'une maison à 15 millions d'euros. Donc, on n'a pas de critères là-dessus parce que je pense que l'immobilier résidentiel et commercial se traite de la même façon selon la compétence du conseiller qui s'en occupe. Donc, virtuel, j'ai juste une question. On a tendance à dire dans l'immobilier, quand même, le facteur humain, c'est ce qui compte. Donc voilà, quand on nous parle du digital, certains prennent peur. Jusqu'où va aller le digital? Quelle est la part de la dimension humaine qui reste? Comment vous en parlez de cela? On a toujours peur de ce qui est en train de nous arriver. C'était toujours mieux avant. Et je crois que ça fait quelques milliers d'années depuis qu'on arrive à retrouver des écritures qu'on voit que c'était mieux avant finalement. C'était mieux avant, mais c'est maintenant qu'on vit. Et je crois qu'effectivement, il faut qu'on soit avec nos technologies d'aujourd'hui, il faut qu'on optimise, mais ça ne vous a pas échappé. Enfin, pour moi, l'humain est essentiel. Et on a la chance d'être dans un métier où l'humain est pour l'instant pas remplaçable. Bon. Les avatars vont pas encore... Mais non, les avatars, c'est le back-office. Mais est-ce que vous avez besoin de prendre votre voiture, de faire 1 heure de bouchon le matin pour aller faire une réunion où vous mangez un croissant? Mangez le croissant chez vous. Vous êtes très bien avec votre avatar. Et vous allez écouter la réunion de la même façon, avec peut-être plus d'attention, en étant plus en forme, en ayant passé 4 coups de fil de plus. Mais vous aurez la même réunion. Celle-là, vous n'avez pas besoin. C'est vrai que vous êtes tombé dans la marmite de l'Internet très tôt. Hein. Vous nous disiez pendant votre jeunesse 96, aux États-Unis. Vous avez tout de suite découvert qu'il y avait du potentiel. Finalement, la ligne, elle était déjà là, quoi. Oui, est-ce que c'était une ligne? Je ne sais pas. La vie est un concours de circonstances. En tout cas, on va entendre un dernier témoignage. C'est Béatrice Mortier, une ancienne manager, actuellement directrice régionale d'ICAD. Elle nous parle de notre invité du jour, Samuel Coe. On l'écoute. Béatrice Mortier, vous êtes directrice générale déléguée chez ICAD. Bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez très bien Samuel Coe. Pouvez-vous nous en parler? Eh bien, oui, je peux vous en parler parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui il y a quelques années, en 2009, je crois, ou 2010. On a commencé à travailler ensemble quand on était chez Kaufman & Broad. Je dirigeais la région et je l'ai embauché comme directeur commercial. Il venait d'une agence immobilière qu'il avait lui-même montée.
avec un réseau assez important. Et il connaissait bien la ville, que moi je connaissais pas du tout, et on a très bien travaillé ensemble. Il a su porter un regard différent et apporter une expertise que l'on n'avait pas dans la promotion, notamment dans leur relation avec le client. Et puis comme personnalité, qu'est-ce qui le caractérise ? C'est quelqu'un de très sympathique, très abordable, qui est également quelqu'un de drôle, qui a beaucoup d'humour, donc qui porte un regard toujours avec bienveillance et humour sur les gens et les événements de la vie. Donc c'est quelqu'un de très agréable, notamment dans la relation professionnelle, puisque tout est toujours vu sous un angle positif. Vous êtes étonné par sa réussite chez EXP ou compte tenu de sa personnalité, vous n'êtes pas trop surprise ? Non, pas du tout surprise. Pas du tout surprise. J'avais découvert quand on travaillait ensemble qu'il parlait parfaitement bien anglais, ce qui était quand même assez rare dans nos régions. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est quelqu'un qui est souple, qui est adaptable, donc a su se faire à cet environnement très différent de ce à quoi il était habitué. Et à s'ouvrir vraiment à cette culture américaine qui est quand même très exigeante et en décalage par rapport à ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Quelqu'un de volontaire et de souple. Il vous écoute en plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Continue comme ça, Samuel. Bravo, bravo, bravo. Voilà, keep going. Elle a dit que vous étiez drôle. J'aurais bien aimé que vous nous racontiez une blague avant la fin de cette émission, mais c'est un petit peu difficile. C'est intéressant. Vous avez votre fan club et ça donne envie de plus vous connaître. Oui, c'est vrai. En tout cas, on a pu découvrir quand même un petit peu l'homme derrière la fonction. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu, Samuel Coe. Beaucoup d'éloges, en tout cas de la part de tous ceux qui ont été interviewés par Fabienne. Et puis, on a pu discuter de ce nouveau modèle. C'est intéressant de voir que ça bouge beaucoup. Depuis 96, les premiers modems Internet qui va très vite aux États-Unis, on sent. Et souvent, heureusement ou malheureusement, on sait que les États-Unis ont souvent une bonne dizaine d'années d'avance, une longueur d'avance. Alors, j'espère que maintenant c'est plus 10, que c'est plus que 5. Mais effectivement, je pense qu'ils ont, là, pour être rentrés dans le modèle et pour les côtoyer chaque jour, effectivement, ils vont très très vite. On est très très bons, les Français, ne baissons pas les épaules, ne nous flagellons pas, on a beaucoup de qualités. Par contre, ils ont une vision, une rapidité d'exécution et leur système. Je ne parle pas de technologie, je parle de leur système administratif. Tout ça va beaucoup plus vite. Donc, ils prennent une décision. J'ai vu Glenn, l'avatar de Glenn. Ça va vous faire sourire. On est 25 dans une salle. Il y a une question qui est assez importante quand même, sur un changement assez important. La décision, il interroge son numéro 2. C'est faisable ? Faisable. C'est fait. D'accord. Pas besoin de 10 conseils d'administration. Chez Kaufmann, j'ai jamais vu ça. Voilà. 3 comités de pilotage pendant 2 ans qui vont réfléchir et qui finalement comprennent la décision. C'est beaucoup trop tard. Moi, c'est pareil. Je veux voir l'avatar de Fabrice depuis 1 an. J'arrive pas à la voir. Mais on va bientôt faire des émissions complètement en remote. Vous Mais verrez. on peut le faire. Hein. On peut le faire. Je vous fais 2 avatars et on se fait une émission dans notre monde. C'est Avato, non, le pluriel, non non. Après, pour faire quelques émissions effectivement pendant le confinement de chez moi, je préfère être avec vous en studio, chers amis. Ouais, c'est bien plus agréable et au niveau du son, c'est également bien meilleur. J'imagine. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous, Samuel Coe, et on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Sportif, il y a du ski, il y a des choses qui se préparent pour ces fêtes, voyage. Je vais aller un petit peu à la montagne, en effet. Bon, il va aller au casino pour jouer. Voyage, je crois que j'ai bien fait de pas réserver parce que j'ai l'impression que ça redevient un petit peu compliqué. Bon, c'est très bien. En tout cas, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous beaucoup. Merci Fabrice. C'était un bon moment. À la technique, c'était Baptiste Bouchard qui a réalisé cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mac de Limo. On se quitte en musique avec votre dernier choix, c'est Charlotte Cardin, California. Pourquoi ce choix, Samuel ? Oh, la petite référence à la Californie. Non, j'adore sa voix. Vraiment, voilà. Malheureusement, il n'y a pas assez de titres, mais j'adore sa voix. Allez, on écoute et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir participé à ce Mac de Limo. Merci à vous. Miss you every day and LA makes me cry. An ocean made its way from your coast to my eyes. You've been hired by them on a brighter side. And miss you every day, LA got me so sad. I wanna kiss your face tonight, it drives me mad. I was separated
us, it's never ending. 'Cause dancing in a line, but you're standing, or you're standing, and it burns right when you're high, but you're standing where I'm not, or where I'm not. In California, in California, in California, in California. I miss your skin and your sun in my eyes when we go dancing in bed at night. I can't resist her, no, I miss you. I can't resist her. When I see your dark gaze on the shore, no, I can't work anymore. 'Cause I got a feeling that we're breathing together in Eden. Dancing in a line, but you're standing, or you're standing, and it burns right when you're high, but you're standing where I'm not, or where I'm not. In California, in California, in California, in California. You feel me melting in your hands, my body, you held it in the sand last night. Last night. I'm hot and I'm cold and I'm